Mes amis, je pense que nous allons nous mettre à la tâche. Non pas qu'elle soit ardue, mais je pense que ça fera venir les quelques retardataires ou ceux qui sont bloqués encore, qui ont eu l'illusion de croire que les manifestations et les grèves étaient terminées, et d'écouter ce que la radio publique, qui par ailleurs est gréviste de temps en temps, peut bien dire quand elle n'est pas en grève. Je vous remercie tous d'avoir pris le temps de venir ce soir pour cette audition contradictoire. Je vous rappelle, je me représente pour la forme, je suis Emmanuel Pierrat, le conservateur de cet endroit. Les 3 détenus qui sont autour de moi sont mes invités ce soir. Je les présente brièvement, je vais revenir sur passé, mais nous avons d'abord l'immense honneur d'avoir avec nous professeur Jacques Foyer. Jacques Foyer, qui est presque Jean Foyer, en tout cas, qui est un grand juriste, et nous sommes ravis de vous avoir, monsieur le professeur, puisque nous avons toute l'université est venue ce soir. Thibaut Ravel d'Esclapon, qui est l'auteur de la biographie de Dalloz, sur laquelle nous allons revenir, et Catherine Pujolier, qui est également universitaire, professeure, et qui, elle, est on va dire la biographe, ou avec d'autres, mais surtout la maîtresse d'œuvre de ces 3 volumes sur Jean Foyer, et puis de beaucoup d'autres livres dont je vais vous parler dans un autre instant, sur les grands procès. Juste vous rappeler qu'ici, vous êtes au musée du Barreau, dans l'hôtel de la Porte, hôtel particulier classé aux monuments historiques qui, encore une fois, n'est pas, selon la légende de mon bâtonnier qui pense que l'éventail de Marie-Antoinette est bien celui de Marie-Antoinette, ça n'est pas une ancienne prison, c'était l'hôtel particulier du plus grand poissonnier des Halles au XVIIe siècle, ce qui permet toujours de s'apercevoir que des métiers autres que l'avocature ou que la robe, que ceux des robins, permettent de s'enrichir un peu et de se porter bien. Et on y abrite ici depuis un certain temps, et encore pour 2 mois seulement, mais ça n'est qu'un déménagement, les collections permanentes du musée du Barreau, que vous pouvez voir partiellement parce qu'elles sont un petit peu désorientées par l'affaire Dreyfus et Zola, auquel nous consacrons une exposition temporaire en partenariat avec le film de Roman Polanski. La production nous a prêté storyboard, un certain nombre d'affiches et de matériaux, et nous avons une exposition que je vous invite tout à l'heure à regarder si vous avez quelques minutes avant de repartir, et puis après avoir fait acheter les livres de nos invités, les avoir fait signer, vous les lirez beaucoup plus tard, et vous passerez quelques minutes pour regarder les correspondances inédites de Zola, de Dreyfus, Lucie Dreyfus, le frère, tout le monde. Voilà. Nous avons ici le document que je trouve toujours exceptionnel et qui permettent de comprendre à quel point cette affaire est importante, et importante pour la mémoire de notre pays, et pour y comprendre aussi les courants contraires qui continuent malheureusement de le traverser. Et pour la justice. Et pour la justice, bien sûr. Et pour la justice. Ce soir, nous allons nous intéresser à d'autres grands personnages de l'histoire juridique et judiciaire, en tout cas de l'histoire du droit. Ils sont 2, surtout. C'est d'une part Jean Foyer, qu'on va représenter dans quelques instants. Je vous demanderai, Catherine Pujolier, de nous rappeler rapidement sa biographie. Après, on y consacrera sans doute des propos un peu plus consistants, comme vous le voulez, mais je pense que Madame Pujolier nous fera, avec un peu plus de distance, je ne la crois pas très neutre, mais quand même, en tout cas, nous résumera, entre guillemets, l'intérêt de rappeler l'importance de Jean Foyer. Catherine Pujolier, je vous présente en un instant, vous êtes professeur, vous êtes universitaire, vous êtes une auteure prolixe, et je parle en connaissance de cause. Donc il y a sous votre plume beaucoup de livres, vous vous intéressez à beaucoup de matières juridiques différentes, et puis à beaucoup d'angles, beaucoup de choses, ça va de Louis Pasteur de Louis Pasteur à Jean Foyer, en passant par tous les grands procès. Notamment dans ces 4 ou 5 tomes, je ne sais plus, il y en a, je crois que j'en ai vu 4, 6 sur les grands procès. Il y en a 9. Il y en a 9, alors. Donc, il y en a 9. Donc, qui sont les grandes affaires avec, vous savez, cette tendance que j'aime beaucoup, cette école aujourd'hui qui croise le droit, la littérature, voilà. Tout ce courant universitaire passionnant qui nous permet de comprendre la pertinence qu'il y a à relire les grandes affaires judiciaires, pourquoi elles ont fasciné les écrivains, pourquoi elles irriguent la littérature, pourquoi elles irriguent notre vie et sont le reflet de l'histoire de nos pays. Et puis il y a donc 3 volumes consacrés à Jean Foyer, avec différentes facettes. C'est Jean Foyer l'académicien, c'est Jean Foyer l'historien, c'est Jean Foyer le garde des Sceaux, le législateur, enfin, l'homme de loi au sens très large.
et passant d'un pouvoir à un autre. Absolument. Voilà. Donc, mais c'est aussi l'historien et l'académicien. Monsieur Foyer, vous êtes son frère. Je me permets de vous présenter comme ça. C'est toujours un peu injuste de raccrocher les. Heureusement, personne n'est le fils de Dalloz ici, donc je vais m'en sortir. Très bien. Oui. Et vous avez vous-même fait une carrière brillante dans l'université, je crois. Vous avez été Canet, vous étiez Rouennais. Pas la même. Vous avez, si je puis me permettre, terminé à Panthéon-Assas, à Paris 2. Oui, exactement. Donc, c'est une maison où j'avais commencé mes études quand c'était la faculté de droit de Paris, unique, mais on se dit, enfin, et j'ai terminé à une époque où il y a 7 ou 8 facultés de droit à Paris et autour de Paris. Il y a eu une augmentation exponentielle de facultés et d'étudiants par même occasion. Donc moi j'étais à Paris 2, qui est quand même l'université mère avec Paris 1, mais les Paris 2 ont tendance à considérer qu'ils sont les plus anciens, les héritiers de la faculté de droit de Paris. Mais comme nous sommes plusieurs à en être issus, c'est vrai, vous le savez. Donc, non, mais ceci dit, on a quand même Thibaut Ravel d'Esclapon, Non, pas encore. Il est au début de sa carrière. Donc, il est à Strasbourg, qui est quand même une université de renom et importante. Alors, il est surtout ce soir l'auteur de la biographie de Dalloz, qui est quand même un des noms les plus illustres de l'édition française. Je salue ici d'ailleurs. Qui était moins connu. Une des villes les moins connues, mais désormais on en sait déjà beaucoup et on veut en savoir encore plus ce soir. Et je remercie Monsieur Desroches, président, d'être ici et qui préside la maison Dalloz, d'avoir bien voulu aussi prendre le temps ce soir en tout cas d'observer cette audition. Vous allez nous raconter dans un instant quand même, parce que c'est vrai que c'est une grande énigme. Et que... Oui, effectivement, c'est-à-dire que c'était complexe le défi de relever et de chercher un prénom, en réalité, au nom Dalloz. Voilà. C'était un peu tout l'enjeu du défi. Il a un prénom très composé, mais vous l'avez résumé à Désiré. Voilà. Oui, c'est ce qui est resté. Effectivement, on utilisait toujours le dernier prénom des 3 prénoms à chaque fois. Donc, on l'appellera Dédé désormais. On peut l'appeler Dédé, effectivement. Désiré peut-être un peu plus élégant. Mais... voilà. Très bien. Écoutez, merci pour en tout cas, merci d'avoir répondu présent. Moi, je pense qu'on va peut-être remonter le temps, si vous en êtes d'accord, enfin remonter. On va commencer peut-être par parler de Jean Foyer. Je pense qu'on croisera ensuite assez facilement quand même le souvenir de Dalloz et qu'on trouvera le moyen comme ça de regravir les décennies. Peut-être pouvez-vous, Catherine Pujolier, nous rappeler qui est Jean Foyer. Évidemment, le nom résonne, le nom fait encore écho très largement, mais comme c'est un homme à multiples facettes, multiples casquettes, si je peux me permettre cette libéralité de langage, voilà. Comment est-ce que vous pardonnez l'anglicisme, comment est-ce qu'on pitcherait Jean Foyer? Si on devait le vendre à un scénariste ou un producteur américain, qu'est-ce qu'on dit de Jean Foyer? Alors, Jean Foyer est un immense juriste et un immense homme d'État. Alors, il a été, pour faire bref, et après je vous présenterai, à la demande de M. Jacques Foyer, l'ouvrage Jean Foyer, historien, en l'absence malheureusement de monsieur le professeur François Terré. Donc Jean Foyer a été conseiller technique, il est né en 1921, à Contigné, dans le Maine-et-Loire. Il a été conseiller technique du ministre de l'Éducation nationale, René Capiton, très jeune. Il a rejoint donc le ministère de l'Éducation nationale sous votre contrôle, Jacques. Il avait 23 ans. Il s'agissait d'un étudiant extrêmement brillant. Il a été avocat à la Cour d'appel de Paris, professeur agrégé des facultés de droit, maire de Contigné, ville où il est né, député de Maine-et-Loire, garde des Sceaux, ministre de la Justice de 1962 à 1967, ministre de la Santé, président de la Commission des lois à l'Assemblée nationale, et il a été élu en 1984 à l'Académie des sciences morales et politiques dans
la section législation, droit public et jurisprudence. À quel moment avez-vous travaillé avec lui, si je puis me permettre? C'est pour ça que je vous oui. accuse de subjectivité. Alors j'ai travaillé avec lui, j'ai eu la chance de travailler avec lui de 2004 à 2008, jusqu'à son décès. Nous avons travaillé dans le cadre du Centre de recherche en théorie générale du droit, parrainé par l'Académie des sciences morales et politiques, centre créé par monsieur Jean Foyer, qui en était le président, j'en étais la vice-présidente, et depuis son décès, ce centre est dirigé par François Terré et moi-même. Voilà, et je vais vous présenter rapidement. C'est relativement court, mais je sais que François Terré y tenait et Jacques également. Alors, donc l'ouvrage Jean Foyer, historien, est le 3e tome d'une série de livres consacrés aux travaux de Monsieur le garde des Sceaux, Jean Foyer. Les 2 premiers tomes donc, sont titrés Jean Foyer académicien et Jean Foyer législateur. Tous ont été publiés dans la collection Grands personnages des éditions Mar et Martin, que nous remercions. Jean Foyer académicien a été mis en place par messieurs Jacques Foyer, Pierre Mazot, François Terré, Bernard Tessier et moi-même, tandis que Jean Foyer législateur a été mis en place par monsieur François Terré et moi-même. S'agissant plus exactement de Jean Foyer historien, l'ouvrage est distribué en 3 parties. Une première partie présente une 12aine d'articles d'histoire de la politique ou d'histoire de la justice rédigés par monsieur Jean Foyer. Une deuxième partie a trait au livre rédigé par monsieur le garde des Sceaux. Il est ainsi rappelé d'une façon beaucoup plus approfondie la parution en 2006 aux éditions Fayard de Sur les chemins du droit avec le général, mémoire de la vie politique 1944-1988, et la parution en 1996 aux éditions PUF d'Histoire de la justice. Monsieur le garde des Sceaux a beaucoup publié. 2 minutes ? Je vous en prie, mais... Oui. Je vous en prie. Non. Ouais. Mais peut-être que comme vous connaissez par cœur votre sujet, oui. Si je puis me permettre, cette petite remarque d'orateur, peut-être... Je voulais être la plus complète, mais je oui, mais préféré. Alors, on rattrapera si vous pensez que vous avez oublié quelque chose. Pour mais faire simple, voilà. Une 3e partie est consacrée à des études rendant hommage à Jean Foyer, notamment grâce à des mélanges. Monsieur Jean Foyer a reçu des livres en son honneur, rédigés par les plus grands professeurs de droit. Ces livres ont été rédigés d'une part du temps où il était encore vivant et après sa mort. Pour rappeler aussi les difficultés que nous avons pu rencontrer avec monsieur François Terré lors de la rédaction de ces ouvrages, nous avons été contraints de procéder à une sélection des nombreux écrits rédigés par monsieur le garde des Sceaux. Nous avons vraiment à regret laissé de côté des contributions qui étaient absolument magnifiques. Nous n'avons pas obtenu non plus l'autorisation de la part d'un certain nombre d'éditeurs de reproduire totalement des extraits de ces ouvrages qui étaient superbes, de sorte que nous avons été contraints avec monsieur François Terré de procéder à des résumés ou des recensions ou des commentaires, avec évidemment la conscience d'être probablement partisan parfois et de ne pas toujours opter pour l'objectivité qu'aurait préféré monsieur le garde des Sceaux. C'est déjà un travail remarquable, si je puis me permettre, parce qu'il y a 3 volumes, il y a déjà un 4e. Oui. Jean Foyer, ministre. Ah oui, Jean Foyer, ministre. Ce sont des travaux qui nous ont, qui ont nécessité de nombreuses années de recherche et de travail. Et puis, nous tenons avec François Terré à résumer, au fond, les travaux, les écrits de Jean Foyer au travers de 3 mots qui nous semblent, sous le contrôle de Jacques, qui nous semblent être essentiels pour lui et bien le représenter, à savoir l'État, la liberté et le droit. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour cette présentation extrêmement complète, mais voilà. Non, mais je sais, ne vous inquiétez pas, vous pouvez, si vous sentez-vous libre d'y revenir. Mais voilà, le principe d'une conversation ou d'une audition auditoire, c'est plutôt la conversation. Et si vous nous lisez la totalité de votre livre, ensuite nos amis vont penser qu'ils peuvent se dispenser de l'acheter. Donc, je plaide pour l'édition française qui est ici très bien représentée. Bien sûr.
Monsieur Jacques Foyer. Monsieur Jacques Foyer. Oui, moi je veux bien volontiers parler. D'abord, je voudrais rendre hommage à Catherine, parce que Catherine est la gardienne du temple. C'est elle qui a réuni, qui a fait un travail qui est considérable. Parce que mon frère Jean, vous disiez tout à l'heure qu'il avait dans son talent de très nombreuses facettes. Et donc, il a beaucoup écrit, et il a écrit dans beaucoup de revues, d'ouvrages, etc. Il fallait tout collationner, et elle a fait un travail de bénédictin ou de bénédictine qui est tout à fait remarquable. Ça a commencé. Alors, bon, ce que je voudrais ajouter rapidement sur sa carrière, d'abord, ce qu'a dit Catherine, il est né en 1921, en avril, le 21 avril, donc il aurait eu 100 ans l'année prochaine. Bon, et il a eu une vie, une carrière bien remplie. Il racontait que quand il était jeune, il avait 7, 8 ans, 9 ans, il avait dit à son père, papa, est-ce que je suis vénard? Et alors, effectivement, il a eu de la chance, un certain nombre de coups de chance, et c'est relativement facile d'avoir de la chance, mais ce qui est difficile, c'est de retenir la chance, de la faire prospérer. De la faire prospérer. Alors, les coups de chance, il y en a un certain nombre. Le premier, à 23 ans, il a fait, ça a été rappelé, il a fait de la résistance un peu avec des professeurs de droit qui n'étaient pas tous pétinistes, loin de là, Lebal, les frères Mazot, Gabriel Lebras et bien d'autres. Et puis avec un de ses amis qui était un avocat qui a été connu, qui s'appelait Jean-Baptiste Biaggi. Et Jean-Baptiste Biaggi, qui a été très Algérie française, mais qui était en même temps un héros de la guerre. Et en 1944, au moment de la libération, il a libéré avec Biaggi et avec d'autres, il leur raconte un établissement qui s'appelait l'ambassade Capini. Alors, il reste dans la famille. Nous avons, je n'en ai pas plus fier pour autant, une magnifique photo, je ne sais pas où elle est à la campagne d'Hitler, large comme ça, et qui est dédicacée par Biaggi, ce qui la rend plus présentable, si j'ose dire. Mais donc, il a libéré cette ambassade. Alors, Scapini était un ancien combattant de la guerre de 14, devenu aveugle, blessé, et devenu quasiment nazi, et tenait ce malheureux. Donc, c'est son heure de gloire. Et arrivé à Paris, ce que racontait Catherine, René Capitan, qui avait eu un parcours, qui lui aussi était gaulliste, qui avait eu un parcours assez extraordinaire, il avait pu quitter Paris pour aller à Alger. À Alger, il a notamment travaillé lors de l'arrivée des Américains en 1943. Et puis, Capitan arrive à Paris, le général le nomme ministre de l'Éducation nationale, et il ne connaissait plus personne. Donc, il a dit, mais il va falloir que je constitue un cabinet. Alors, il est allé voir Gabriel Lebras, qui était un historien du droit, du droit canon, qui habitait place du Panthéon, qui lui a dit, j'ai un jeune étudiant très brillant, il a 23 ans, qui s'appelle Jean Foyer, prenez-le. C'est comme ça qu'il a commencé sa première chance. C'est la chance, oui. Alors, la deuxième chance, donc ensuite, il a été longtemps avocat, avec un avocat qui s'appelait Valabrec, qui était un spécialiste de la propriété industrielle, qui était un homme dont il a gardé un très grand souvenir. Et puis, il a, avec beaucoup de retard, après avoir été 12 ou 13 ans avocat, il a décidé de soutenir sa thèse, qu'il a écrite il a dû l'écrire à peu près en 2 mois, ce qui est quand même relativement rapide. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Et puis, il a réussi l'agrégation, il est devenu professeur à Lille, et ça, il a été agrégé en 1955. Bon, il est professeur à Lille en 1956, 1957. En 1958 arrivent les événements que vous connaissez, et des élections. Et les élections, pour la première fois, il y avait un député et un suppléant. Alors, comme il était né, ce qu'on n'a pas dit, il est né, comme moi-même,
en Anjou, dans le nord du Maine-et-Loire, dans une région qu'on appelle maintenant le Haut-Anjou, ce qui nous flatte par rapport aux gens du Sud qui sont du Bas-Anjou et qu'on regarde un peu de haut. Ce sont les gens de Cholet, qui sont des gens autrement plus industrieux que les gens du Nord. Et là, alors, le maire d'Angers, qui était un vieux gaulliste, qui s'appelait Châtenay, cherchait un suppléant. Et on lui a dit, il y a un homme qui est professeur de droit, il est dans la commune de Contigné, qui a quand même largement 700 habitants, ce qui est quand même une grande métropole, et prenez-le parce qu'il fallait avoir la ville et la campagne. Alors, la deuxième chance, il est devenu député. Troisième chance, un peu plus tard, il y a eu un remaniement et on a nommé un ministère de l'Industrie un polytechnicien qui s'appelait Châtenay NET. Et la presse d'Angers a écrit notre compatriote Victor Châtenay NAY vient d'être nommé ministre. Nous le félicitons. Alors le pauvre Châtenay téléphone à Michel Debré, qui était président, il dit « C'est gentil de me nommer ministre sans m'avertir ». Et le Premier ministre lui a répondu « Je suis désolé, cher ami, il ne s'agit pas de vous, il s'agit d'un quasi-homonyme ». Bon, jusque-là, j'avais même fait une plaisanterie stupide, j'avais dit « Ce sont les députés de Maine-et-Loire ». Et alors, un peu plus tard, parce que Debré se sentait un peu coupable, il a nommé Châtenay membre du Conseil constitutionnel qui venait d'être créé. Et alors, étant nommé membre du Conseil constitutionnel, son suppléant est devenu député de troisième chance. Il se trouvait que dans le même temps, mon frère Jean avait été aussi nommé conseiller technique auprès du ministre d'État qui était le futur président de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Félix Houphouët-Boigny, et à ce titre, il était sans doute un des seuls Français, enfin, Houphouët-Boigny était aussi français, mais un seul juriste, et il a été nommé membre de la commission qui a rédigé le Code civil, qui a rédigé la Constitution. Et là, semble-t-il, il s'est fait connaître de Michel Debré, qu'il l'a apprécié, qu'il lui est resté... ils sont restés très fidèles l'un à l'autre jusqu'à la mort de Michel Debré, avec la famille aussi. Et là, au bout de quelque temps, Michel Debré a dit il faudrait nommer Jean Foyer secrétaire d'État à la communauté franco-africaine. Nouvelle chance, donc il a été nommé secrétaire d'État, puis ministre de la Coopération. Puis en 1962, il le dit dans le ministère de la Justice étant devenu vacant, c'était une période qui n'était pas facile, 1962. Le général avait contacté un homme qui avait refusé d'être ministre de la Justice, et il raconte qu'il a été mon frère Jean a été convoqué par le général de Gaulle, qui lui a dit d'autres ont refusé, j'espère que vous n'aurez pas la lâcheté de refuser. Il s'est mis au garde à vous, il a dit mon général, puisque vous le prenez ainsi, je suis bien obligé d'accepter. Donc, il a été garde des Sceaux de 62 à 67. Il a connu donc tous les procès, et puis on pourra en parler plus tard, notamment le procès Jouot, enfin, non pas le procès Jouot, l'affaire de l'exécution éventuelle du général Jouot, dont il a été, je crois, là il s'est comporté peut-être plus comme avocat que comme ministre. Il a sauvé la tête du général Jouot, et je crois que c'est une chose importante dans sa carrière, parce qu'il a empêché le général de commettre une injustice. Moi je l'avais dit un jour à Pierre Mazot, exécuter Jouot, ça aurait été un peu l'exécution du duc d'Enghien. C'est de proportions gardées. De proportions gardées, oui. Voilà. Donc bien, après, merci. voilà. Merci pour donc, ce rappel déjà important et très éloquent, je vais pas, Monsieur Foyer, oui. Voilà, oui. Il y aurait d'autres choses. Ensuite, il y a sa carrière, ministre. Nous avons tous etc. compris que tous les deux, vous nous auriez fait 20 volumes sans difficulté, que nous aurions avalé sans problème. Mais gardez-en un peu pour...
pour la bonne bouche, Voilà. Désiré Dalloz. Peut-être. Alors, on va faire rentrer Dalloz dans cette conversation. Comme il y a des liens entre ces deux personnages, il y a forcément une grande ligne, une grande ligne des hommes du droit. Bon, alors, mais d'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Évidemment, je suis ravi de pouvoir parler ici, où je suis venu assez régulièrement à Diorel, déjà, pour la maison d'édition Dalloz, pour chroniquer les expositions que vous organisiez. Alors, essayer de pitcher Dalloz en peu de temps, en trouvant des liens avec Jean Foyer, là aussi, c'est peut-être complexe, mais on peut naturellement en trouver. Et vos propos me font songer aussi qu'il y a une approche de Dalloz par les chances qu'il a eues dans sa vie qui pourrait aussi être intéressante. Et d'abord, peut-être juste pour le personnage, une remarque subjective. Je crois que Désiré Dalloz, c'est vraiment quelqu'un dont je me suis épris au fil du temps. Et je crois que c'est très important parce que quand je suis allé voir Hélène, puisque évidemment c'est moi qui suis venu vous voir plus tôt, puisque je suis en début de carrière, et quand je suis allé voir Hélène, je lui ai proposé le sujet. Dalloz a évidemment dit oui, et puis j'ai beaucoup travaillé sur le sujet, et puis je me suis dit, bon, Dalloz, c'est visiblement quelqu'un qui travaille beaucoup, ça va être quelqu'un de besogneux, est-ce que finalement ce sera un profil intéressant? Et j'étais un peu dépité. Et en réalité, après, j'ai énormément encore lu, j'ai compris, et puis un peu la puissance de Dalloz s'est élevée, un peu comme la silencieuse puissance de la peinture, si je peux dire. Et là, ça s'est élevé, et je suis vraiment tombé sur un personnage totalement atypique. Je ne vais pas dire fou, c'est pas le mot, mais en tout cas passionné, donc totalement névrosé, totalement passionné, totalement fascinant, et qui était complètement fasciné par le droit, et qui a décidé d'organiser, vraiment, d'où le titre, Vivre le droit, qui a décidé d'organiser sa vie, mais véritablement sa vie autour du droit, sa vie familiale, avec ses frères, etc. Et ça, cette subjectivité-là, en réalité, m'a imprégné pendant toute la rédaction de l'ouvrage de Dalloz. J'ai pas voulu en faire une hagiographie, parce que ça n'aurait pas été le but de l'ouvrage, mais en tout cas, je suis parti avec cette subjectivité-là. Alors, pour le pitcher en peu de temps, je crois que c'est d'abord l'homme d'une région. Déjà, j'ai voulu beaucoup insister là-dessus, peut-être parce que je suis aussi, pour partie, du point de vue maternel, jurassien, mais c'est l'homme d'une région, c'est l'homme du Jura, c'est même l'homme du haut Jura aussi, et non pas du bas Jura, mais je crois que c'est malheureusement un peu dans le sens inverse pour ce qui est du Jura, mais en tout cas c'est un homme du Haut-Jura, c'est un homme de toute petite commune, la commune de Sémoncel, où il naît en 1795. Alors j'y suis allé, c'est une commune qui se gagne, Sémoncel, il faut y arriver. C'est-à-dire qu'entre Saint-Claude et Sémoncel, on n'y est pas encore. C'est un côté très enclavé, mais je crois que c'est important pour la biographie de Désiré, cet enclavement. Il a d'ailleurs participé au désenclavement de Sémoncel quand lui-même était député. Donc c'est un homme du Jura, ça se reverra tout le temps. Il a des amis, c'est un homme de réseau, il a beaucoup d'amitiés à Paris, qui sont eux-mêmes des Jurassiens et qui vont l'aider. Il a en gros ces bonnes fées qui se jette sur son sort, enfin qui s'occupe de son sort, pardon. Je pense à Loiseau, qui n'est pas très connu, mais qui est quand même un avocat conseil de l'époque, somme toute assez connu. Donc voilà, c'est d'abord un homme d'un milieu géographique, ça je crois que c'est très important, il faut savoir d'où l'on parle. C'est vraiment quelqu'un d'une terre, la terre du Jura, une terre rugueuse, une terre rustique, avec une rusticité qui m'a beaucoup fasciné. Et puis après, c'est aussi effectivement, et je crois que vous l'avez très bien rappelé à propos de votre frère, et c'est un homme qui a su saisir les quelques chances qui se sont présentées à lui au fil du temps. Il est très vite monté à Paris, par amitié aussi, encore une fois. Après un petit séjour à l'école de Saint-Claude, il est monté à Paris. Il a très vite travaillé, comme ça se faisait tout le temps, comme clerc, soit chez un avoué, soit chez un avocat au conseil, en même temps qu'il faisait l'école de droit. Alors les hagiographes de Dalloz disent que c'est un fait de gloire, mais en réalité non, tout le monde travaillait en même temps à l'école, puisqu'on avait entre 2 et 4 heures de cours par semaine. Et il a, donc c'était plus simple, évidemment. Donc il a beaucoup tout de suite travaillé, et il a eu une première, si je peux dire, une première activité sur laquelle j'ai beaucoup insisté dans l'ouvrage, parce que c'est précisément le Dalloz méconnu, peut-être trop, je ne sais pas, mais c'était pour moi important. Il a eu une activité d'avocat à la Cour royale, c'est-à-dire de 1817 à 1823, il était avocat à la Cour royale, et il a participé au grand procès de conspiration de la Restauration, à un moment donné où les Bourbons ont du mal quand même à s'installer, où ils sont sans cesse contestés. Donc Dalloz a plaidé, véritablement plaidé, ça a été pleinement un avocat. Donc parler de Dalloz ici, c'est encore plus gratifiant, parce que ça a été un avocat comme vous, un confrère plaidant. C'était pas qu'un homme de grimoire. Et ça, je crois que c'est fondamental pour Désiré. Je vais faire bref aussi, puisque ça se résume finalement en 4 périodes. Ça, c'est la première période, mais il avait un objectif, je crois, vraiment très important pour lui, c'était de devenir avocat au conseil. Il voulait, comme son maître, Loiseau, il voulait devenir avocat au conseil. Il a ce rapport très filial avec Loiseau, il veut devenir comme lui. Donc dès 1823, il rachète la charge de Darieux, Jean-Baptiste Darieux, qui est parti à Nice parce qu'il avait des difficultés de santé, et il devient avocat au conseil. Et là, il est au cœur avec ce qu'il aime le plus, la jurisprudence, les arrêts. Il peut sélectionner, il peut commenter, il peut rédiger des mémoires, effectivement. Voilà. Il est vraiment au cœur, ce que j'ai appelé l'atelier des arrêts. Il est vraiment au cœur de ce qu'il aime absolument.
Et ce qu'il y a de fascinant, il me restera plus de temps en réalité, mais ce qu'il y a de fascinant, c'est qu'il fait ça pendant de 1823 à 1830, excusez-moi, pendant l'avènement de la monarchie de Juillet. Et il a un cabinet très prospère. Hein. C'est l'un des avocats les plus fortunés en réalité, et les plus prospères, avocat au conseil, l'un des avocats les plus fortunés et les plus prospères de Paris. Ça, c'est vraiment très important, je crois. Et il décide, c'est là où c'est un autre trait de personnalité d'Allos qui me fascine, c'est cette abnégation de Chef Désiré. C'est-à-dire qu'il décide d'arrêter, il vend sa charge à Ledru-Rollin, qui aujourd'hui appartient à Didier Le Prado, si on reprend la filiation. Il vend sa charge à Ledru-Rollin, il décide d'arrêter, il essaye pendant un an, mais ça ne marche pas très bien, il décide d'arrêter et devient député. Pas directement, pas en 1830, puisqu'en 1830, son fils a eu un accident, Édouard, celui qui deviendra député aussi, et donc il ne peut pas. Il y arrive 8 ans après, et là il devient député sur la deuxième partie de la monarchie de Juillet, si je peux dire. Donc il vit clairement le moment Guizot, il participe aux travaux préparatoires, etc. Il laisse réellement tomber ses activités d'avocat au conseil. Il est toujours inscrit à l'avocat à la Cour royale pour signer des consultations, adhérer à des consultations, ça se faisait beaucoup, mais il est pleinement député. Donc il a vraiment 3 temps, avocat à la Cour royale, avocat à la Cour de cassation, puis député. Et puis le temps qu'il lit tout, le temps final si je peux dire, mais c'est pas vraiment final en réalité, je l'ai mis à la fin parce qu'il fallait bien le mettre quelque part, mais ça pourrait être pendant tout. C'est-à-dire que dès 1814 et jusqu'à sa mort, il se consacre à cette œuvre inlassable dont vous êtes, on est tous finalement en tant qu'universitaires les représentants aujourd'hui, cette œuvre inlassable qui est la jurisprudence générale du royaume et qui est cette mise en mots, si je peux dire, du droit, qu'est le recueil, qu'est devenu le recueil, les répertoires, etc. Et ça, il y travaille véritablement toute sa vie. Donc c'est comme si finalement ces 3 expériences, avocat à la Cour royale et puis l'atelier des arrêts qu'est la Cour de cassation, puis l'atelier de la loi qu'est le Parlement, lui ont permis de travailler inlassablement, si je peux dire, il n'y a pas d'autre mot. Il était sûrement peut-être troublé de l'éveil comme vous, à mon avis, inlassablement, il s'est consacré à ça, et ça a été vraiment le principe de sa vie. C'est pour ça que je pense véritablement qu'il a vécu le droit, c'était le seul moyen pour lui de concilier sa passion. Une passion, ça surmonte de toute façon. Donc on est obligé de transiger avec sa passion. Donc voilà un peu pour pitcher Dalloz. Mais je crois que c'est quelqu'un qui a saisi ses chances aussi, la rencontre avec l'oiseau, grâce à Bavoux, un jurassien. Pas mal d'événements dans sa vie où il s'est saisi, il s'est quand même marié avec la fille. Ça a ralenti un peu, non? Non, ça a plutôt accéléré. Ça a plutôt accéléré. D'accord. Il s'est quand même marié avec la petite fille du grand Pankouk qui était quand même à l'origine de l'aventure de l'encyclopédie. D'accord. Voilà. Donc ça aide. Il avait un beau mariage. Il a fait un beau mariage et qui lui a servi après. Et voilà, quelques beaux. Donc un homme avec là aussi de multiples facettes et qui passe d'un pouvoir à un autre, en tout cas d'une facette du droit à une autre facette du droit. Je vous en prie, monsieur le professeur. Si on cherche un lien entre les deux, ce sont 2 provinciaux, montés à Paris, ce qui montre que Paris a toujours été le centre d'attraction. Et on voit bien, d'après ce que comme vous le montrez, que Désiré Dalloz, il ne pouvait pas faire sa carrière à Paris, comme d'ailleurs Pasteur, par exemple, qui doit être un autre jurassien, si je ne me trompe. Oui, Darrois. Il fallait monter à Paris. Ah oui, dès 15 ans, dès 1811, il est arrivé. Il y a peut-être un côté un peu Rastignac. Voilà. Alors j'ai longtemps cherché quel personnage de la littérature du 19e lui ressemblait, Rastignac, Frédéric Moreau, etc. Je ne crois pas que ce soit un Frédéric Moreau qui assiste à son éducation sentimentale. C'est pas un Rastignac. C'est pas un Rastignac non plus, parce que c'est un carriériste, mais au sens noble du terme. Je ne crois pas qu'il aurait été prêt à faire tout ce qu'a fait Rastignac. Je ne crois pas. C'est pas non plus un Aristide Saccar de Zola. Je trouve toujours pas. Je suis preneur. Bon, ce sera donc un Désiré Dalloz. Voilà, ce sera un Désiré Dalloz. Très bien. Écoutez, non, c'est remarquable. Évidemment, Louis Pasteur, Catherine Pujolier connaît sa biographie par cœur. Non, je ne sais plus, vous avez consacré un volume, non pas dans Jean Foyer, mais à Louis Pasteur, oui, vous êtes. Oui, donc on ne va pas faire un complot jurassien, donc on va essayer de reprendre un peu de recul. Donc, non, mais pas un peu de vin jaune, hein, j'ai dit. Pas un peu de vin jaune, j'ai dit un peu de recul. Oui, un peu de recul. Non, mais de la même manière, mon frère Jean est un Parisien, il a fait sa carrière à Paris, mais de cœur, il est angevin. C'est évident. Tout ça, il a fait toutes ses études dans un collège angevin, c'est là qu'il a appris le latin fort bien, sa province, ses racines sont angevines.
Chez les deux, c'est le savoir qui l'emporte à un moment. Oui, je crois. C'est Jean Foyer, l'historien, qui repasse, entre guillemets, ou ressasse et compile, etc. Il se servira de... Je ne sais pas dans quel sens il faut le voir, si c'est les connaissances qui l'amènent à diriger ou si c'est la direction qui lui permet de diffuser mieux les connaissances. Mais, et ils ont été tous les deux députés. Oui, c'est ce que j'ai... Bien sûr, c'est un point commun. Alors c'est un point qu'on retrouve chez beaucoup de grands personnages du droit ici, dans ce musée. C'est un peu comme tout le monde a été clair et a fait ses études, tout le monde a été ici dans les portraits, en tout cas. Ses amis, c'est quand même Odilon Baron, c'est quand même Berryer, c'est des gens effectivement qui ont des profils similaires aussi. Alors ça n'a pas forcément été les mêmes députés, parce que je pense que Dalloz n'était pas aussi trilingue Berryer par exemple. Et politiquement, qu'est-ce que ça... J'ai lu votre biographie, alors je fais le faux candide. Politiquement, c'était vraiment pas un conservateur, mais si, c'était une forme de conservateur quand même. C'est-à-dire qu'il a voté ce qu'on appelle l'indemnité Pritchard, vous savez, pour l'expulsion, pour indemniser cette personne qui avait, dans les collectifs à Tahiti, pendant qu'il y avait des difficultés. Donc il suit le gouvernement en réalité. Il est de sensibilité ministérielle, disait-on. Je cherchais des sensibilités ministérielles. C'est pas quelqu'un d'engagé. Politiquement, c'est pas quelqu'un qui. Non, mais c'est comme vous venez de citer Berryer. Et Berryer, lui, dont ici on possède beaucoup de choses, et un buste exceptionnel. Berryer est un avocat qui a des convictions politiques, mais qui prend le parti de plaider pour tous les autres camps, en quelque sorte. Mais c'est un légitimiste. Oui, c'est un légitimiste. C'est pas quelqu'un. Je crois pas que l'engagement politique de Dalloz soit très important de sa personnalité en réalité. Je pense vraiment qu'il a pris le Parlement, sans doute comme tout le monde à l'époque. On est politique, on rentre en politique pour un parti, mais je crois que c'est vraiment quelqu'un qui a pris sa carrière politique, encore une fois, au service de son objectif ultime, c'est-à-dire les arrêts. Si vous devez en tirer un fruit juridique, quelque chose qui... alors, il y a l'édition, il y a le savoir, mais est-ce qu'il a apporté une règle, quelque chose, est-ce qu'il a fait avancer le droit ? Ah oui, oui. Alors, je poserai la même question pour Jean Foyer. Oui, c'est peut-être plus facile. Voilà. Oui, c'est plus facile pour Jean Foyer. Je crois que c'est pas quelqu'un qui a fait avancer le droit sur le plan du fond, mais en réalité, c'est quelqu'un qui a fait considérablement avancer le droit sur le plan de la forme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que j'ai trouvé expressif. Pour moi, il a mis en mots le droit. C'est quand même quelqu'un qui a révolutionné la science des dictionnaires, la science de la classification, les introductions de ces deux éditions, celle de 1824 à 1832 et celle de 1845 jusqu'à sa mort, sont exceptionnels parce que vraiment ils pensent la science de classer du droit. Donc c'est l'un des pères fondateurs pour moi de ça. Ça, j'en suis convaincu. D'accord. Chez Jean Foyer, c'est l'un et l'autre. En plus, il a fait progresser la connaissance de la jurisprudence. Il y avait dû avoir Jean-Baptiste Siret. Il y avait Siret, il y en avait d'autres. Il y avait même Loiseau finalement. Mais surtout à une époque où on est dérouté par la refonte du Code civil, la refonte révolutionnaire, etc. Il a su placer ça. Et c'est énorme ça, pour moi. Oui, parce que les coutumes ont survécu implicitement longtemps après 1804. Et ça se voit dans son activité d'avocat au conseil que j'ai un peu essayé de radiographer. On voit que son cabinet, en réalité, il s'intéresse à la coutume de Normandie de temps en temps, etc. Il trouve des moyens de cassation dans la coutume de Normandie. C'est vraiment pour ça, c'est son apport principal, me semble-t-il. Après, il a des idées sur le droit de la défense, il a des propos magnifiques, par exemple. Mais je pense que c'est surtout sur le plan formel. Chez Jean Foyer, si on devait chercher le côté réformateur, entre guillemets, je ne crois pas un grand réformateur au sens... légitimiste, pardon, et un conservateur au sens... Ce n'est pas un avant-gardiste, c'est un réformateur dans un sens plus traditionnel. Si on devait chercher quelle est la facette là, dans le droit positif ou dans... Oui, mais ça a été quand même l'artisan de la refonte du Code civil. Du Code de procédure. Finalement, le Code civil, il a eu l'idée, là aussi peut-être la chance, mais de choisir le doyen Carbonnier pour rédiger les grands textes sur le droit de la famille. Et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas participé aussi. Et puis, il a été aussi un praticien en tant que, non seulement comme ministre, parce qu'il a organisé la refonte du droit, du Code civil. Et puis ensuite, c'est peut-être le rôle qu'il a le plus apprécié, il a été président de la commission des lois, et là, il a travaillé, examiné, enrichi les textes de loi qui étaient présentés au Parlement. Il y avait de sa part
une relecture avec toute la collection. Et ça, je crois que c'était le travail qui l'a le plus intéressé. C'était de faire ce travail de juriste. Catherine Pégelier. Oui, il aimait passionnément le droit. Et contrairement à ce qui a pu être dit, moi je ne trouve pas Monsieur Jean Foyer si conservateur que cela. Au contraire. De mon côté, tout le monde est conservateur hein, quand je regarde. C'est pour ça, mais c'est chacun son tropisme. Extrêmement ouvert. Toujours intéressé par la nouveauté et par l'amélioration de choses. Moi, je l'ai ressenti au contraire comme un immense réformateur et d'une ouverture extrêmement rare. Oui. Contrairement à ce qui a pu être dit, il avait un cerveau exceptionnel qui lui permettait d'ailleurs de se comporter de cette façon. Je vous donne un exemple. Quand nous avons rédigé quelques livres ensemble, je le retrouvais à l'Institut de France. Et puis, il était toujours très ouvert. Il me disait, Catherine, que préférez-vous aujourd'hui faire? Donc, je lui ai proposé un sujet. Et d'emblée, il avait quand même près de 80 ans, il commençait à me dicter un texte. Et là où j'ai été le plus impressionnée, c'est que j'écrivais à la main ce texte, qu'il n'y avait quasiment après, lorsque je faisais aucune rectification. Mais le pire, c'est qu'il m'indiquait des références jurisprudentielles ou bibliographiques avec les dates et les numéros de page. Et lorsque je vérifiais, au Dalloz notamment, elles étaient toujours bonnes. Et donc il n'avait pas pu préparer, c'était toujours exact, il n'avait pas pu préparer cela puisque... C'était sur le sujet du jour, vous aviez pioché, bien sûr. Donc c'était une personne totalement exceptionnelle. Je pense qu'il avait un cerveau vraiment hors norme. Je crois qu'il était objectivement surdoué. Il était surdoué et il avait une mémoire fantastique. Il retenait, et ça parfois ça agaçait, des phrases latines de 5-10 lignes, c'est tout. Et sa femme disait, il m'agace, il est capable en même temps de téléphoner, d'écrire et de répondre à la conversation qui est à côté. Enfin, il manifestait quand même certains talents. Voilà. Ce qui n'était pas mal. Qu'auraient-ils pensé tous les deux aujourd'hui de la justice, de ce que voilà. Moi j'aime bien à chaque fois réfléchir à quel regard porterait-il. Il avait une grande distance. Catherine. Non, au contraire, Jacques. Je pense qu'il aurait été très réservé sur beaucoup de choses. Sur la réforme, par exemple, sur la réforme de la rédaction des arrêts de la Cour de cassation, je suis persuadé qu'il aurait été contre. Enfin, ça, et il n'est pas le seul, y compris chez les conseillers à la Cour de cassation, à avaler difficilement l'espèce de pâté pour les chats que sont les nouveaux arrêts de cassation. Dont un des conseillers que j'estime m'a dit c'est 2 fois plus difficile de rédiger un nouvel arrêt que les anciens. Et en plus, on le fait pour que l'homme de la rue puisse les lire et il les comprend plutôt moins bien que les arrêts anciens. Parce que l'arrêt avec les attendus, c'est relativement simple. Quand on a la clé, on comprend. C'est tout. C'est un autre. Mais je crois qu'il aurait été réservé. Alors sur le droit des personnes, je pense que malgré son ouverture, il aurait été quand même un peu hésitant. Je peux parler pour lui. Et Dalloz, sur la réforme de la rédaction des arrêts de la Cour de cassation, je pense que Dalloz aurait été certainement, à mon avis, défavorable, évidemment, mais il ne l'aurait pas dit. Il aurait publié encore plus. Il ne l'aurait pas dit, il aurait écrit, parce que Dalloz fait partie du milieu, etc. Mais il était complexe pour lui de critiquer ce qui était à l'origine de ce qu'il nourrissait, bien sûr, mais il aurait certainement été contre. Sur la justice en elle-même, moi, ce qui m'a fasciné chez Dalloz, c'est, comme vous le disiez, l'expression consacrée, c'était il était de sensibilité ministérielle, donc il était effectivement un peu, cette fois-ci, même si tout le monde est conservateur, il était certainement un peu conservateur, mais néanmoins pas que, c'est-à-dire qu'il a vraiment des lignes
d'une modernité assez incroyable sur le droit de la défense, à une époque où les avocats sont attaqués, notamment le procès du maréchal Ney, etc., ou Dean Martignac, je sais plus. Procès qui normalement occupe cette vitrine, mais que nous avons enlevé pour Dreyfus, mais enfin, nous avons beaucoup d'archives sur le procès du maréchal Ney. Et à l'époque, le rôle de l'avocat était contesté. Bien sûr, comment bien peut-on sûr. défendre Martignac a dit comment je jette ma robe d'avocat, je crois, etc. Dalloz, lui, voilà, était plutôt moderne, au contraire, vraiment très belle parole. Il a eu beaucoup de procès, il a défendu beaucoup de procès, soutenu beaucoup d'affaires sur le droit de récusation des jurés. À chaque fois, il a une position très moderne en fait sur la question. C'est ça qui m'intéresse, c'est qui m'a beaucoup intéressé. Donc, il aurait un regard certainement critique aussi sur la réduction des droits de la défense, etc. À mon sens, peut-être ne l'aurait-il pas exprimé, mais en tout cas, il aurait eu un regard critique, sans doute. Mais là, la différence, c'est que mon frère n'aurait pas été discret dans ce domaine. Voilà. Mais il serait parti tête baissée contre. Mais ce que je constate en vous écoutant, c'est que l'un et l'autre sont des hommes qui ont commencé leur carrière juridique au moment de la Restauration. Car il y a une Restauration qui commence, disons, en 45, encore plus en 58. Mais la Restauration, telle qu'on l'appelle, c'est 1815, c'est Louis XVIII. Totalement. Bon, et Dalloz commence en 1817. Et Dalloz commence en 17. Et oui, et qui est une période assez passionnante. Oui. Parce que, par exemple, on constate que maintenant la vie parlementaire a commencé sous la Restauration. Complètement passionnante, passionnée. Alors même si lui, effectivement, a exercé son mandat de parlementaire sous la monarchie de Juillet, mais il a eu effectivement cette vie passionnante et passionnée. Oui. Non, si vous voulez ajouter quelque chose sur... Non, je rejoins les observations de M. Jacques Foyer à propos de la technique de cassation, qui est magnifique en fait. L'ancienne technique était, semble-t-il, d'une clarté incroyable, et je sais que M. Jean Foyer affectionnait particulièrement cette technique. Et il n'aurait pas, à mon avis, effectivement, approuvé un changement profond de ce travail de rédaction qui est tout à fait exceptionnel en tant que littérature. C'est une technique littéraire. Bien sûr. Non, mais ici, quelles que soient nos opinions politiques, nous ne sommes pas partisans de la réforme et de la vulgarisation à tout prix, parce que nous pensons que le métier d'avocat est notamment un métier d'intercesseur. Le métier de juge est aussi un métier d'intercesseur entre la loi et le justiciable, et qu'il y a non pas une volonté d'opacité, mais un savoir qui ne peut pas être comme ça livré. En tout cas, utilisé directement, et voilà, ça n'est pas, voilà, ce sont des disciplines et des sciences qui nécessitent des passeurs, des transmetteurs, et voilà, un travail, véritablement une formation. Comme on apprend, comme on forme les enfants à l'art et à la littérature, on doit aussi les former au droit, mais ça n'est pas pour autant qu'on doit les précipiter dans les arrêts de la Cour de cassation ex nihilo. Voilà. Et ce que dit Mme Pujol est passionnant. Je crois que Dalloz aurait été aussi un amoureux de la technique de cassation en réalité. Et c'est vraiment ces modèles, enfin ces mémoires sont des modèles de concision, de précision, à la recherche du mot le plus exact, souvent publié dans le Moniteur d'ailleurs à l'époque, en tout cas la plaidoirie qu'on lisait, la plaidoirie était la lecture du mémoire en fait, et c'est vraiment des modèles assez impressionnants de concision, et on sent un amour de la rédaction du mémoire, et vraiment, dans son cabinet de la rue Hautefeuille. C'est vrai. Les amis, il y a un moment où la parole doit circuler pour ceux qui ont eu l'extrême gentillesse de venir jusqu'à nous et nous écouter. Si... mes amis, vous vous sentez libre. Denis Salas, si vous avez la gentillesse de vous représenter, ça permet de, notamment pour ceux, parce qu'on est ensuite sur YouTube. Alors, je ne sais pas si Dalloz et Jean Foyer auraient été des grands YouTubeurs, mais nous sommes sur YouTube, et donc il faut essayer de réarticuler la question en expliquant qui la pose. Denis Salas, comme président de l'Association d'Histoire de la Justice. Non, j'insiste pour le fait qu'on a remis un prix Malesherbes à M. Thibault d'Escapon avec Mme Scheimer pour son grand livre sur l'histoire du Parlement de Paris. C'était un point que je voulais préciser parce que ça me semble important qu'on salue des publications importantes sur l'histoire du droit. Nous, ce qui nous a beaucoup frappé et intéressé, c'est la dimension de Dalloz, transmetteur du droit, participant dans le mouvement de la presse 19e, le grand essor de la presse de l'époque, apportant une pierre dans cet essor, et cette pierre du droit transmise aux générations futures me semblait très important. Vous disiez, Emmanuel, aujourd'hui, qu'en penserait-on aujourd'hui, combien de décisions de justice sont accessibles? Madame Chantal Arras disait 1%.
Et il nous manque un Dallos aujourd'hui pour transmettre le droit. Je crois que c'est clair. Et aujourd'hui, je crois que votre livre est pour cette raison tout à fait actuel. Deuxième question pour vous, Mme Pujolier. J'étais intrigué par l'ouvrage sur les grands procès. Est-ce que vous pourriez préciser, je sors de Jean Foyer, excusez-moi, mais c'est pour la bonne cause. Mais vous êtes avec Catherine Pujolier. J'étais intrigué par ce projet, vous avez dit 9 volumes. J'ai vu que dans celui que vous m'avez envoyé, il y a une traduction en anglais. Est-ce que vous pourriez préciser le projet de cet ouvrage qui me semble extrêmement intéressant et ambitieux? Je vous remercie. Alors c'est un ouvrage qui correspond à un cours que l'Université Paris 8 a eu la gentillesse, mon doyen Pierre-Olivier Chaumet, de me confier. J'ai dû commencer à rédiger cet ouvrage dans la précipitation parce qu'en fait un de nos collègues a abandonné son cours une semaine avant le début du cours et donc j'ai rédigé vraiment d'une façon acharnée ce livre que j'ai dédicacé à mes étudiants qui ont été absolument formidables parce que le livre s'écrivait une semaine sur l'autre et j'ai été passionnée par cette matière, qui est vraiment une matière tout à fait à part, qui n'est pas enseignée dans les universités, mais qui va l'être l'année prochaine, d'ailleurs, dans le cadre d'un autre M2, intitulé Institutions juridictionnelles et grands procès. Et cette aventure humaine et intellectuelle a été tellement magnifique que nous avons décidé, avec M. Chaumet, de rédiger un deuxième ouvrage, même si Pierre-Olivier n'a pas rédigé ce livre, mais je lui en ai parlé. Nous avons beaucoup échangé aussi avec David Chémy. Et les étudiants ont été toujours là pour continuer cette aventure. De sorte que, comme juste après ce cours, devait se dérouler un cours en anglais, pour les encourager, j'ai décidé de faire traduire cet ouvrage. Ça a été absolument passionnant. La traduction a été assurée par un vrai traducteur professionnel, M. Michael Lavigne, que je salue, qui est décédé malheureusement en juin 2019. Et l'idée, c'était aussi de faire connaître les noms de mes étudiants, cette université, ce cours magnifique que l'on m'avait confié dans le monde entier. Donc les ouvrages ont été diffusés dans le monde entier parce qu'ils ont été traduits. Et après le deuxième, il y avait tellement de choses encore à dire, c'était tellement passionnant, les étudiants étaient demandeurs, j'ai commencé un troisième, en fait ils sont par groupe de 2. Et donc nous avons continué cette aventure jusqu'au 6e. Malheureusement, M. Michael Lavigne est décédé. Et donc, pour rendre hommage, cette fois-ci, à Michael, M. Michael Lavigne, j'ai décidé de rédiger 6 autres ouvrages, avec l'accord évidemment de mon éditeur, en français. Et je suis passionnée, c'est vrai que ce sont des livres que je rédige, jour et nuit presque, mais j'y puise énormément de plaisir. Et puis surtout, je suis heureuse de rendre vraiment hommage à mes étudiants qui sont absolument merveilleux, je crois, dans cette aventure. Les choix des procès. Alors, les choix des procès... au tout début, j'ai favorisé les procès littéraires, puisque l'idée, la première promotion qui a bénéficié de ce cours était intitulée, enfin portait le titre « Les écrivains et les grands procès », et les procès, si bien que j'ai conservé cette idée de la littérature. J'ai beaucoup essayé de travailler autour de la technique de cassation, vous retrouvez ça, autour de la chronique judiciaire, c'est-à-dire tous ces apports littéraires dont bénéficie le droit tous les jours et dont on ne parle pas assez. Nous, en droit, nous puisons beaucoup de choses au sein de la littérature, comme la littérature d'ailleurs s'intéresse beaucoup au droit. Donc voilà, alors donc les choix initiaux étaient des choix proposés éventuellement par mes étudiants, pour leur faire plaisir, mais aussi pour tourner autour de la littérature. Et après, on voit bien au fil, parce qu'en fait il y aura 12 ouvrages, donc au fil de la rédaction, j'ai une tendance à revenir vers la théorie générale du droit. Pourquoi la théorie générale du droit? Parce que c'est le centre de recherche en théorie générale du droit qui a été créé par M. Jean Foyer, et que je trouve que les grands procès sont un terrain absolument magnifique de pensée en ce qui concerne la théorie générale du droit. Voilà. Et je vous avoue que je regrette de m'arrêter à 12 volumes. Je peux peut-être lire un mot sur ce que disait Denis. Merci Denis d'avoir mentionné
Prix Malesherbes, la mention spéciale. En tout cas, c'est c'est un transmetteur du droit, véritablement, je crois. C'est un transmetteur du droit dans une époque où, en plus, et tu soulignes très justement, on est face à l'essor du journalisme judiciaire aussi. Parce que 1825, c'est les débuts de la Gazette des tribunaux, qui ne fait pas du tout le même travail que fait Désiré Dalloz. C'est le début de Touré-Rollin lui-même, à sa propre publication, etc. Et Dalloz fait œuvre de salut public, mais je vais y redire dans 2 secondes, mais il fait œuvre de salut public parce que, véritablement, il essaie de scientifiser ça, si je peux utiliser le néologisme, et de le rendre vraiment sérieux. Donc c'est un transmetteur sérieux du droit. Après, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, avec cet effort de transmission, et ça m'a fasciné, c'est que c'est un entrepreneur, vraiment, de la transmission du droit. C'est un véritable entrepreneur, et c'est un commercial, un commerçant, dans le sens noble du terme, c'est un homme d'affaires, véritablement, qui a su, véritablement, rendre, voilà, vous achetez tel ouvrage, et peut-être qu'il vaut mieux avoir en même temps celui-ci, etc., qui savait créer des tirets à part pour rendre plus accessible le droit, parce qu'il y a ça aussi. Il y a des offres commerciales où vous aviez, si vous ne pouviez pas acheter pour 400 francs l'édition complète, vous pouviez acheter pour 5 francs des tirets à part. Donc là aussi, il y a un effort de transmission. Alors, c'est pas œuvre de charité, mais quand même, mais c'est un commerçant, mais au sens noble du terme. Donc, je crois que c'est vraiment un entrepreneur de la transmission, me semble-t-il. Et ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est que on a tendance à dévaluer le 19e siècle. Or, le 19e siècle, pour les juristes, ça me paraît une période tout à fait passionnante, parce que c'est la naissance du droit moderne. Non, on peut lire toujours, on peut lire de Molombe, on peut lire Toulier, on peut lire les grands auteurs. Ils sont lisibles. Lire le président de Brosse, si on peut lire Montesquieu, mais on est dans une autre optique. On est dans la filière du Code civil, qui a quand même tout unifié, et Désiré Dalloz participe de cette période qui est très infiniment riche intellectuellement. C'est vraiment un homme, pour moi, du 19e. Oui, nous sommes d'accord. C'est fascinant. Et, toutes ces facettes, en fait, représentent le 19e. Entrepreneur, transmetteur du droit, juriste, avocat, parlementaire. C'est un homme du 19e. C'est vraiment un homme de son temps. Donc oui, c'est pas un restival. Et la jurisprudence du 19e, moi je suis interprivatiste, on cite encore un certain nombre d'arrêts du 19e siècle. L'affaire Fourcault, l'affaire La Princesse de Beaufremont, etc. On est dans une réalité, c'est finalement, ça fait maintenant près de 2 siècles, et c'est assez proche. Alors, ce que je voudrais peut-être ajouter, vous avez dit tout à l'heure en commençant que mon frère Jean avait des facettes très nombreuses. Donc, on a parlé d'une facette plutôt politique. Bon, il a été professeur, et il a écrit aussi des ouvrages, notamment avec son ami Gérard Cornu, un traité de procédure qui est quand même un grand classique. Et puis, il a été historien, qui est aussi l'objet de l'ouvrage, qui est tout à fait intéressant, parce qu'il est un historien. D'abord, chez lui, l'histoire le pénètre, il envisage tout sous l'angle de l'histoire, ce qui n'empêche pas son côté profondément moderne, parce qu'il n'a pas été un conservateur du droit, hein. Il n'a pas immobilisé le droit, bien au contraire, il l'a accéléré. Mais il a une vision historique. Moi, j'ai retrouvé une phrase du général de Gaulle qui disait, à un moment donné, en 1940, « Une porte a livré passage à tous les malheurs qui frappèrent la France à travers son histoire, c'est la porte par où avaient fui les enseignements du passé. » Voilà. Bon, et ça, je crois que c'est une fort belle phrase, et dont mon frère était profondément conscient. Alors, il a fait l'histoire, et il a raconté l'histoire, ce qui n'est pas la même chose. Mais en réalité, dans les 3 ouvrages qu'a publié Catherine, l'histoire ressort aussi bien comme membre de l'Institut, comme législateur et comme historien. Un certain nombre de textes compris au sein de Jean Foyer historien auraient pu paraître au sein de Jean Foyer législateur. Effectivement, d'où la difficulté des choix des écrits. C'est très bien.
Merci pour cette maxime que nous ferons la morale du soir. Je vous propose d'abord de vous remercier, mais dans le sens noble et amical du terme, d'avoir pris le temps de venir nous parler ce soir de ces deux grandes figures du droit, de Désiré Dalloz et de Jean Foyer. Je remercie donc nos invités, Catherine Pujelier, Jacques Foyer, Thibaut Ravel-Desclapon. Leurs livres, vous les retrouverez dans la partie ici, on remonte encore la chronologie pour aller jusqu'au Moyen-Âge. C'est là où se situe Cindy Gérassi, la directrice de ce musée dont je suis le conservateur, pour sur les tables de signature. Alors, on ne vous fournit pas un chariot de supermarché pour emporter toutes les œuvres de Catherine Pujelier, mais je vous invite à le faire. Une dernière chose, oui. chacun des grands procès s'appuie sur une phrase de Jean Foyer, oui. au sein de l'histoire de la justice également. Vous avez un petit bout de Jean Foyer à chaque volume. Totalement. Voilà. Très bien. Et donc les livres de Thibaut Ravel-Desclapon et de Catherine Pujelier sont là-bas. Ils vont se faire un plaisir amical de vous les signer. J'ai quelques petites annonces et après je vous libérerai. D'abord, de vous remercier les Nôtres de Paris, notre partenaire audiovisuel et youtubeur, qui va nous mettre en ligne dans très peu de temps, qui va mettre cette conversation et cette audition contradictoire en ligne. Je remercie infiniment aussi la Société des Amis du Musée du Barreau, les personnalités présentes et en particulier M. Desroches et d'une partie de son équipe, on ne connaît plus que par son prénom désormais, donc Hélène qui se... Pardon ? Hélène Hoche. Voilà, merci. Peut-être un nom de famille, un patronyme, d'accord. Et juste vous indiquer aussi, remercier la Petite Égypte, c'est la librairie indépendante avec laquelle nous travaillons. J'insiste beaucoup sur le mot indépendant en termes de question de librairie. Pour mes confrères et consoeurs, cette soirée est labellisée formation continue obligatoire, donc vous pouvez signer la feuille de présence. Ça vous fait quand même une qualité de 2 heures les plus sympathiques qui soient dans tout le programme que propose le barreau de Paris pour former ses membres et les éduquer. Enfin, ici, il y aura 2 événements très proches. Samedi prochain, j'accueille Bertrand Perrier, mon confrère, qui a publié un nouveau livre sur l'éloquence et nous ferons un atelier d'éloquence avec lui dans le cadre de la nuit de la lecture qui a lieu samedi soir. Et puis, il doit rester 1 ou 2 places si vous voulez vous inscrire. Et, parce qu'il a beaucoup de groupies, donc nous sommes ravis qui sont... Voilà, c'est un très magnifique propagandiste de l'éloquence. Et puis le 3 février, à ce même endroit, nous accueillons Anne-Sophie Martin, qui est journaliste judiciaire, qui a écrit un livre cette fois-ci sur l'affaire Seznec, et Dominique Simoneau, qui est journaliste au Canard enchaîné, qui vient de publier un volume qui s'appelle Coup de barre. Donc nous parlerons évidemment d'erreurs judiciaires ou de révision, allez savoir. En tout cas de moments de justice et d'injustice avec ces deux journalistes. Sur ce, je vous remercie vraiment infiniment de votre participation.